toujours au TG Spring Break, il est dimanche et on reçoit Kayane avec nous. Salut, comment ça va? Salut, ça va très bien. Ouais. Deuxième jour pour moi ici et c'est vraiment super. Eh ben, voilà, justement, en fait, d'habitude, c'est sur le gros TGS. Tu as une activité, tu lâches jamais ta manette, en fait. C'est un peu ça. Hein. Oui. Et on s'est dit, tiens, alors là, ça y est, elle vient enfin sous le beau soleil pluvieux d'avril, en région toulousaine. Hein. Notre microclimat est même que celui de Paris. Et finalement, on a dit, tiens, ça va être l'occasion de pouvoir prendre quelques minutes pour poser quelques questions. Bah, ça me fait très plaisir, merci. En tout cas, on est content de te recevoir ici, dans cette ambiance, disons, un peu plus détendue. Bon, alors, l'e-sport, finalement, tu as démarré en fait, le jeu vidéo lorsque l'e-sport n'existait pas vraiment, même si on avait... On n'appelait pas encore l'e-sport à cette époque, oui, en effet. Il y avait une très grosse fièvre sur StarCraft à l'époque, en Corée, etc., dans des pays où c'est que ce genre de jeu était très très marqué. Oui. Mais alors, tu commences à jouer, tu as commencé à jouer depuis l'âge de 7 ans, une passion pour les jeux de combat. Et ta première victoire, c'était 12 ans. Même 10 ans. 10 ans. Attends, alors, ça s'est passé où exactement à 10 ans? Alors, j'ai terminé vice-championne de France à 9 ans. Oui. C'était mon premier tournoi. J'ai continué par la suite. Et à 10 ans, j'ai gagné mon premier tournoi sur Soul Calibur 1. Soul Calibur 1. C'était, je ne sais plus exactement la version où, PlayStation 1 avec la super animation. Non, c'était sur Dreamcast, Soul Calibur 1. Sur Soul Edge, c'était PlayStation 1. Ah, Soul Edge, excuse-moi, oui, je confonds. Alors là, oui, effectivement. Soul Edge qui est devenu Soul Calibur, effectivement. Oui, là, c'est ça. Et Soul Edge, c'était sur PS1, c'est sorti avant Soul Calibur. D'accord. Et du coup, moi, j'ai vraiment commencé sur Soul Calibur. Ok, c'était quoi ton personnage de prédilection? C'est Xianghua. Okay. C'est la chinoise qui se bat avec une épée. D'accord, ok. Voilà, c'est mon perso préféré. Il y avait Talim aussi que je jouais beaucoup sur Soul Calibur 2. D'accord. Qui a des tonfas. Et ensuite, sur Soul Calibur 5, j'ai joué Viola, qui contrôle un orbe. Ok. Voilà. Alors, les animations ici, c'est plus... Il y a plus d'animations, enfin, comment dire, au niveau du Spring Break, oui. Tes animations, c'est les mêmes? Parle-nous un petit peu de ce que tu fais depuis hier. Alors, d'habitude au TGS, j'ai une scène jeux vidéo où j'affronte le public sur les jeux de combat d'actualité. L'année dernière, du coup, c'était Tekken 7 parce que Dragon Ball FighterZ n'était pas encore sorti. Et du coup, depuis fin janvier, il y a Dragon Ball FighterZ qui est maintenant disponible. Et voilà, forcément, l'animation ce week-end se fait autour de Dragon Ball. D'accord, et pas mal de challengers, pas mal de monde. Il y a du beau monde, hein. Ça fait vraiment plaisir parce que le jeu est disponible depuis peu finalement. Donc il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Mais il y a tous les joueurs toulousains qui sont venus. Hier, j'ai perdu un match dans la journée. C'était d'ailleurs le champion du tournoi, Omnislash, qui est un joueur que je connais très bien de Street Fighter. On jouait souvent ensemble déjà. Alors, il est venu à Toulouse exprès? Non, il est de la région. D'accord. Mais moi, je suis habituée à le voir en tournoi, aux événements. Et quand je vais à Toulouse, forcément, il est là aussi. Et on s'affronte sur Street Fighter. Ouais. Et là, c'était sur Dragon Ball Fighters. Et il y a eu d'autres joueurs du tournoi Dragon Ball qui sont venus m'affronter. Mais finalement, j'ai perdu qu'une fois et c'était contre Omnislash. Et ce matin... tous les joueurs du tournoi sont encore venus. Ouais. J'ai pas encore perdu. Alors tout ça, je veux dire ça. Donc forcément, tu as été sur un podium à l'âge de 10 ans, puis tu as continué. Ensuite, plus de 42 occurrences notifiées sur le Guinness Book des records. Donc tu as ton... J'ai mon record dans le Guinness. Ton record dans le Guinness Book des records. Actuellement, c'est 57 podiums. Ouais, d'accord. Daté à 2017. D'accord. J'espère que ça va augmenter avec Soul Calibur 6 qui va venir. J'ai commencé depuis 2001 les tournois. Alors, ça fait qu'en 17 ans de tournois, il y a ce record-là. Et ça t'a amené donc à rencontrer pas mal de monde. Comment on fait? Comment on se prépare, disons, pour avoir ce talent, disons, dans ce genre de jeu, le nombre d'heures? Qu'est-ce que tu as dû sacrifier pour arriver à ça en fait? Ou c'est vraiment que de la passion et puis tu y es arrivé parce que tu joues très régulièrement et c'est pas, tu n'as pas mis ça sur le compte d'un travail mais sur le compte plutôt d'une passion comme n'importe qui pourrait ça donner une passion. Ça a toujours été une passion et j'ai joué avec mes grands frères qui étaient champions de Tekken quand j'étais petite. Déjà, ouais, donc tu avais de bons professeurs, ouais. Ils m'ont bien inculqué toutes les règles de jeu de combat, une certaine façon de penser aussi pour progresser. Oui. Du coup, ça a toujours été en moi, en fait, les jeux de combat. Ouais. Et eux ne jouent plus actuellement, mais j'ai toujours continué de jouer, même sans eux. Donc, je m'entraîne maintenant plus toute seule et avec des amis joueurs, mais plus avec mes grands frères. Donc, c'est plus compliqué pour s'entraîner parce qu'avant, ils étaient à la maison. On jouait vraiment 3-4 heures par jour, minimum. Mais voilà, il y avait les études et tout à côté.
Donc ça me prenait beaucoup de temps. J'étais quand même une bonne élève à l'école parce que il fallait motiver mes parents pour que je puisse continuer les tournois et pour ça il fallait des bonnes notes. Tu as compris que finalement, bon, le jeu ça pouvait être quelque chose, ça pouvait être une fin en soi, mais sans avoir un filet de sécurité, ça pouvait être risqué. Oui, mais je pense que tous les métiers basés sur notre passion, ça peut être un risque. Si on n'a pas quelque chose à côté, ça peut être problématique parce qu'il faut vraiment une roue de secours au cas où ça ne marche pas. C'est un conseil que tu donnerais vraiment à la jeune génération entente et qui vous verrait un petit peu, qui vous voit comme des modèles forcément parce que vous êtes de cet univers dans lequel ils sont nés. En fait, ils n'ont pas vu naître, ils sont nés à l'intérieur. Et donc ils vivent à travers des jeux, à travers les consoles, à travers le cloud, à travers l'internet. Donc ça serait pas un truc, c'est une chose qui est assez importante à leur signaler. Il y a plusieurs métiers qui font rêver les jeunes, les joueurs en particulier. C'est le métier de joueur professionnel, c'est ce que je fais par exemple. Maintenant on rêve d'être youtubeur ou streamer, on rêve de plein de choses qui font rêver, qui finalement on se dit je peux être à la place d'eux. Et finalement, les gens ne se rendent pas compte qu'il y a un réel travail derrière. D'ailleurs, il y a plein de gens qui disent ah mais jouer ce n'est pas un métier ou être youtubeur ce n'est pas un métier. Mais ils ne réalisent pas que finalement les joueurs professionnels s'entraînent tout comme des sportifs professionnels. C'est juste que comme physiquement ça ne se voit pas. Parce qu'ils se disent il fait que transpirer sur sa chaise, c'est pas du sport. Mais il y a la psychologie, il y a la psychologie, il y a des règles de jeu à connaître. Il faut s'adapter régulièrement. C'est pas comme dans les sports traditionnels où les règles sont toujours pareilles. Nous, on a des patchs d'équilibrage tout le temps sur les jeux de combat, par exemple, ou même des jeux comme obligé de te mettre à jour. Et tout, il y a des. Ils nerfent certains personnages. Ils nerfent ou buffent certains persos chaque année, ou même 2 fois par an. Et ça, on doit régulièrement s'entraîner pour s'adapter vraiment continuellement. Et derrière, il y a aussi un gros travail mental parce qu'on ne débarque pas en tournoi à l'autre bout du monde avec un mental de mouise. Il faut rester intègre vis-à-vis de son équipe, il faut éviter de faire du rage kit, il faut être préparé à ça. On représente des sponsors. Ça fait des années que tu fais ça. Oui, tu représentes des sponsors. On représente des sponsors, on représente une image. Quand on va en tournoi, si on veut aussi espérer vivre de ça, il faut respecter ses adversaires, respecter ses sponsors. Et pour ça, il faut véhiculer de bons messages déjà. Et avoir une bonne attitude aussi, être fair-play et vraiment pousser aussi son entraînement pour être le plus fort possible. Tu as vécu le démarrage de l'e-sport. Oui. Maintenant, tu es dedans. De ses débuts à aujourd'hui, l'évolution de cet e-sport. Toi, plus particulièrement, parce que c'était plutôt une place masculine, le jeu vidéo autrefois. C'est plus le cas, puisque maintenant on sait qu'une personne sur 2 qui joue est une femme. Donc toi, comment tu as vécu ça de l'intérieur? Au début, dans tes débuts, puis dans cette évolution, comment ça a pu se passer? Au début, c'était vraiment fait à l'arrache. Les tournois auxquels j'allais, c'était dans des écoles d'ingénieurs où ça bricolait un peu avec les tables et les chaises des étudiants pour pouvoir installer les joueurs. Et finalement, on s'est retrouvés de plus en plus à avoir des salles prestigieuses, déjà des conventions à Porte de Versailles, à Paris, à avoir ensuite des conventions à Disney, et puis ensuite c'est devenu des stades, c'est devenu des salles de spectacle, finalement. Puis l'étranger après, les États-Unis. Et après, on a des grosses salles de convention dédiées pour nos tournois aux jeux de combat, par exemple. Maintenant, c'est au Mandalay Bay, au Center, donc la grande salle de 15 000 places. Alors qu'avant, on était dans des salles de 100 personnes maximum, avec un pauvre rétro-proche où il fallait éteindre toutes les lumières pour qu'on voit quelque chose. De toute façon, quand tu vois la taille des Convention Center à Los Angeles pendant le 3, c'est sidérant la taille des amphis. Le Staples Center, c'est exactement ça maintenant. Et maintenant, on réunit tout ce monde-là en spectateurs et on fait un gros show autour des joueurs qui vont jouer leur finale. Et finalement, après, c'est même pas limité au nombre de spectateurs sur place, contrairement à des concerts. C'est diffusé sur Internet, par Twitch ou YouTube. Et il y a un nombre de spectateurs, de viewers encore plus impressionnant. Donc, tu penses que la télé hertzienne a sa place là-dedans maintenant? Est-ce que la télé hertzienne va devoir s'adapter à cette génération montante? Parce que là, forcément, il y a des parts de marché pour la vraie télé, on va dire la télé hertzienne qui descend de plus en plus. Est-ce que tu penses vraiment que la télé hertzienne va devoir s'adapter au lieu de proposer des contenus genre dans NRJ12 de la télé-réalité ou même sur TF1, ce genre de choses? La télé doit déjà... Tu penses qu'on va pouvoir bientôt, dans quelques années, peut-être une dizaine d'années, avoir des émissions e-sport, pas forcément prime time, mais sur des chaînes de grande audience?
C'est compliqué d'avoir par exemple du League of Legends ou du StarCraft à la télé. Je pense que ce qui peut passer vraiment à la télé, c'est déjà le cas aux États-Unis, c'est les jeux de combat et les jeux de sport comme FIFA. Parce que c'est très visuel, c'est facile à comprendre. On peut facilement switcher. En fait, on n'a pas la même consommation à la télé et sur le web. Quand on regarde la télé, en général, on switch de chaîne, on se dit bon bah je vais m'arrêter là sur cette émission parce que je passe dessus et j'ai un peu de temps libre. Et puis, quand on passe sur un match de jeu de combat, on comprend tout de suite. C'est visuel, il y a 2 personnages à l'écran. Il n'y a pas forcément besoin de connaître toutes les règles ou de savoir jouer pour comprendre. Un jeu comme League of Legends, on doit vraiment être posé dès le début de la partie et on n'en démord pas. Sinon, on ne connaît pas la fin. Ça se joue sur des parties très longues. Ça se joue en équipe. Il y a plusieurs. C'est comme un match de foot ou un match de rugby, il y a une stratégie. Un match de foot, voilà, on peut avoir une vue d'au-dessus, on peut focus sur ceux qui ont le ballon à ce moment-là, les passes, mais un jeu en équipe, il faut focus sur un seul champ, un seul plan, et il faut switcher aussi de temps en temps. Mais un viewer qui connaît pas, il va pas comprendre ce qui se passe. Mais on avait eu ça au PAX, au Po Anime Game Show l'an dernier, on avait eu une grande finale qui avait été retranscrite et qui était projetée en direct, mais avec un différé de 2 minutes, je crois, un truc comme ça. Oui. Pour éviter qu'il y ait des appels téléphoniques ou des SMS ou des choses comme ça. Oui, qui a priori. Mais il y avait un différé, mais ça s'est produit, ils l'ont fait sur scène, c'était chouette. Oui, non, c'est vraiment très chouette, mais je pense que là encore actuellement, on n'est pas prêt pour des matchs e-sport à la télé. À quand la VR dans Fort Boyard finalement? Je pense que c'est l'avenir en fait, en tant que spectateur, de se dire on va avoir un mode spectateur en VR. Où on aura l'impression d'être vraiment dedans, dans le tournoi. D'être vraiment en tant que spectateur je vois. Là-bas, sur place, sans vraiment y être physiquement, mais en fait, de vivre l'ambiance, de pouvoir regarder. Mais ça va aller trop vite. Enfin, une joueuse comme toi ou des joueurs comme Genius qui sont sur ce genre de jeu ou comme Kittis, tu vois, ça va tellement vite que finalement, si on se mettait à leur place en disant prendre la place d'eux en étant à leur place en VR. Pas la place d'eux, mais en spectateur. En spectateur. Ça être parmi les spectateurs qui sont en train de regarder les finales physiquement. Mais si on ne peut pas se déplacer, finalement, on peut assister, je pense, en VR à ces finales-là qui se jouent à l'autre bout du monde, mais profiter de l'ambiance qu'il y a sur place. Un jeu en particulier que tu attends pour l'année 2018 ? Bon, il est peut-être déjà sorti finalement, mais non. Est-ce qu'il y a un jeu que tu attends ? C'est Soul Calibur 6. Il n'est pas encore sorti ? Non, je pensais, comme tu avais parlé de Dragon Ball au début de l'interview, que ça aurait pu être celui-là, mais... Non, c'est Soul Calibur 6 que j'attends le plus, et ça fait 6 ans que je l'attends, et c'est vraiment mon jeu compétitif que je suis le plus. C'est le jeu qui m'a fait aimer les jeux de combat, c'est vraiment toute ma vie, Soul Calibur. Et Kayane sera au rendez-vous à l'intérieur ? Tu as eu des nouvelles de la part des producteurs, non ? Non. Pas encore ? En fait, je suis en guest dans Soul Calibur, mais en tant que coordinateur affronte, mais avec mon personnage. Okay. Pas moi physiquement, c'est le personnage que j'utilise, qui en croit, qui est contrôlé par un ordinateur qui s'appelle Kayane. Bon alors la dernière question, c'est s'il ne devait y avoir qu'un seul jeu de baston, ça serait Soul Calibur. Voilà, bon, de toute façon, c'était évident, c'était convenu. Et une seule plateforme d'ailleurs ? PS4. PS4 ? Même pas la Switch ? Pas trop. Non, parce que les jeux de combat se jouent essentiellement d'accord, sur PS4. On parle vraiment de jeux de combat, donc PS4, ok. Mais même, généralement, j'aime beaucoup la Switch, parce que j'aime bien les licences Nintendo, etc. D'accord. Mais je suis vraiment plus sur ma PS4, déjà parce que tous les jeux de combat sortent dessus. Il y a tous les RPG japonais, type Nier Automata, qui sortent dessus. Mais est-ce que tu as réussi déjà à battre Marcus sur Mario Kart ? Pareil qu'il est très fort, on le sait, mais... non. Mario Kart, je termine tout le temps dernière. Autant c'est arrivé sur Game One qu'on te voit l'expédier rapidement sur des jeux de combat, mais sur Mario Kart, non, jamais. Je suis trop nulle à Mario Kart. Je j'arrive pas à faire les virages, je suis toujours dernière. Donc ça m'étonnerait pas que Marcus termine, quoi. C'était une bonne interview. J'ai vraiment été très content qu'on puisse te recevoir devant les micros de TGS TV. Merci. Comme ça, avec un petit peu au calme, à Toulouse. Ça m'a fait très plaisir également, même si c'est un soleil pluvieux, comme tu dis. Ouais, c'est ça, c'est un soleil pluvieux aujourd'hui. On te souhaite une bonne fin de journée. Merci. Et on te dit à très bientôt. Mais j'espère également, merci. Au plaisir.